vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La demande pour les énergies renouvelables est à la hausse. Le Québec mise beaucoup sur le projet de Norvolt, de la compagnie suédoise de fabrication de batteries lithium-ion à destination des voitures électriques. La compagnie mère annonçait en novembre qu'elle se plaçait sous la loi américaine sur les faillites, chapitre 11, pour éviter la liquidation. Cela ne toucherait cependant pas le projet québécois, mais beaucoup d'incertitudes subsistent de voir ce projet mené à terme. Nous vous avions parlé des impacts environnementaux de la future usine des batteries lithium-ion à cette antenne l'an dernier, en l'absence d'un BAP. La conjoncture économique bouleversée aussi par l'arrivée de Trump amène son lot de défis économiques pouvant freiner la naissance de ce projet à la source de 3000 futurs emplois, mais toujours en quête d'acceptabilité sociale. L'avenir de l'usine de l'entreprise suédoise Norvolt pour fabriquer et recycler les batteries électriques reste encore incertain. Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Nous vous parlons aujourd'hui du projet de Norvolt avec les soucis du côté de l'environnement. Maintenant, c'est la conjoncture économique qui inquiète. Nous allons voir avec nos invités quelles sont les incertitudes du projet de l'usine de fabrication et de recyclage de batteries lithium-ion québécoises. On en parle avec Louis Hébert, professeur titulaire de stratégie à HEC Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis aussi en compagnie de Nathalie Drouin, titulaire de la chaire Infra sur la valorisation sociale des infrastructures et professeure titulaire à la maîtrise en gestion de projet à l'ESG UQAM. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Je vous en prie. Le Québec veut devenir un leader des énergies vertes et continuer de miser sur la filière batterie. La compagnie de Norvolt, aux prises avec d'importants problèmes financiers, s'est récemment mise sous la protection de la loi américaine des faillites. Le projet québécois devrait pourtant se poursuivre, du moins si la conjoncture économique avec nos voisins américains s'améliore, car il y a beaucoup d'incertitudes avec l'arrivée des conservateurs et le repli nationaliste du gouvernement de Trump et des questions aussi sur l'avenir des programmes d'investissement de l'administration américaine. L'administration Biden avait investi dans la production de véhicules et de composants électriques, mais on observe plutôt un retour en faveur des énergies fossiles. Pour commencer, et de retour au Québec, Madame Drouin, comment est amenée à évaluer ce dossier de Norvolt? Je vous dirais, Madame Burgon, j'aimerais bien avoir une boule de cristal pour prédire l'avenir. Mais si on regarde les faits présentement, et vous en avez soulevé, au niveau du marché, c'est sûr que le marché de la vente des véhicules électriques est en baisse. On a présentement aux États-Unis un gouvernement Trump qui n'est pas en faveur de mousser la vente des véhicules électriques. Et on a également du côté québécois et canadien la fin des subventions pour l'acquisition des l'acquisition des véhicules électriques. Alors, c'est certain que cette situation du marché n'est pas très favorable à la construction d'usines et de fabrication de batteries parce que le marché ne répondra pas vraiment aux besoins de dire on a besoin d'acheter ces batteries-là, ce produit-là. L'autre élément qui est très important dans le dossier présentement, c'est la situation financière très instable de Norvolt, notamment en Suède, et qui, comme vous l'avez mentionné, est sous le chapitre 11, donc la loi là, qui permet à l'entreprise de se réorganiser. Et ça fait en sorte aussi qu'elle va avoir besoin de financement. Elle va avoir besoin de réduire ses coûts. Elle va avoir des décisions difficiles au niveau de ses actifs à prendre. Alors, ça nous amène à dire, bien, comment le dossier va évoluer. Puis je vous dirais, si on prend l'angle encore du chapitre 11, la loi qui permet c'est les faillites américaines. Exactement, et qui permet à la compagnie de se réorganiser, bien, soit que ça va être, la restructuration va être un succès.
Et là, à ce moment-là, pour notre usine ici au Québec, ça veut peut-être dire que ça va demeurer un actif important et on va continuer à investir dans la construction de l'usine. Ça, c'est un scénario idéal, positif, oui, très optimiste. positif, mais il y a quand même le scénario plus négatif qui fait en sorte que si la restructuration ne va pas comme on veut exactement, alors là, ça met vraiment en risque la construction de notre usine ici au Québec, parce que ça va être probablement un actif qui va on va décider de cesser là, les activités. Oui. Alors, c'est très instable, comme vous avez mentionné, et l'avenir est quand même assez incertain. Oui, c'est certainement. Professeur Hébert, actuellement, on essaye de sauver l'entreprise. Est-ce que c'est en bonne voie, particulièrement avec les incertitudes du côté de nos voisins américains? Je ne suis pas très optimiste. Ah. Et le contexte actuel, géopolitique, comme ma collègue vient de souligner, ajoute à l'incertitude. Il faut dire que, en quelques années, lorsqu'on va faire le survol de tout ce projet de Norvolt, on va vraiment se poser des questions. Comment ça se fait qu'on a pu simplement s'embarquer dans un projet qui, maintenant, avec le recul, semble beaucoup plus fragile? Oui. Qu'on nous l'avait présenté. Oui, qu'on l'avait présenté. Et puis, ce qui est le plus étonnant chez Norvolt, c'est que même leur technologie de batterie, sur laquelle est basé leur projet, leur technologie de batterie était un prototype, l'est encore. Ils n'ont pas encore été capables de produire à l'échelle, à grande échelle, cette batterie avec une technologie, oui, qui est supposée être pas révolutionnaire, mais peut-être une des meilleures sur le marché. Alors, donc, si on ne peut pas démarrer d'un bon produit stable, standardisé, qu'on comprend bien et qu'on est capable de produire de grandes masses, quoi qu'il arrive avec le restant, on a déjà un problème. Et comme vous l'avez dit, il y a de grandes incertitudes politiques, commerciales aussi, et tellement que les fabricants automobiles commencent à se poser de sérieuses questions sur la prochaine génération de véhicules. Et on voit déjà maintenant des fabricants, notamment européens, qui, plutôt que d'électrifier leur gamme, vont proposer des véhicules hybrides. Plutôt que des véhicules électriques. Donc, on retire des véhicules à moteur thermique qu'on pensait remplacer par des véhicules électriques, avec lesquels on a certaines difficultés, avec lesquels les batteries sont pas très efficaces, ou les systèmes de recharge aussi sont pas omniprésents sur leur marché, ce qui est une limite aussi. Donc, et là, on migre vers des solutions plus hybrides qui, sans doute pour une prochaine génération ou plusieurs années, vont permettre une transition, sans doute plus en douceur que celle qu'on anticipait au départ. On a beaucoup anticipé, ou on s'est fait beaucoup présenter une transition qui passerait presque directement du thermique à l'électrique, puis même il y avait 2030 ou 2035 comme limite. Oui, des échéanciers. Hein. Et là, ce qu'on voit, c'est que peut-être que cette transition-là va être beaucoup plus nuancée, va être plus fluide, et qu'il va y avoir des alternatives qui vont se présenter. On peut dire que est-ce que c'est sur 20 ans, c'est sur 30 ans? En stratégie, souvent, on a tendance à surestimer à court terme et sous-estimer à long terme. Et là, peut-être qu'on a surestimé la rapidité de la transition, à la fois en termes de vitesse puis d'ampleur, mais le mouvement est là. Le mouvement est là. La question, c'est le quand et par quel chemin on va passer. Et là, je reviens à Norvolt. Oui. Les hypothèses de base de l'investissement dans Norvolt étaient d'une transition rapide. Et si on enlève cette hypothèse de transition rapide, soudainement, le projet de Norvolt devient questionnable. Et ça s'ajoute aux enjeux technologiques, aux enjeux de fabrication, puis aux enjeux de demande pour le produit. Alors, vous verrez pourquoi j'ai un optimisme un peu modéré vis-à-vis du futur de Norvolt. Je le sens. Madame Drouin, je vous voyais hocher la tête, mais pourquoi avoir choisi Norvolt alors que les Chinois sont plus avancés? Je vous dirais, ça nous amène à la gouvernance.
Et ça questionne aussi le processus de prise de décision de nos gouvernements et l'utilisation de nos fonds publics dans les meilleurs projets compte tenu du contexte. Et ça, je répète souvent ça à mes étudiants, là. Il faut toujours tenir compte du contexte. Alors là, Louis l'a bien mentionné. Est-ce que Norvolt, c'était un joueur gagnant? Et je pense qu'au tout départ. Et je pense que ici, on devrait se demander, est-ce que nos gouvernements ont fait la revue diligente des activités de Norvolt? Il y a des drapeaux rouges qui auraient dû être soulevés dès le départ. Et Louis, tu en as mentionné quelques-uns. La production. Est-ce qu'ils étaient si bons au niveau de la production? Il y a beaucoup de retard. Il y a des erreurs dans la fabrication. Il y a des partenaires qui ont cessé d'acheter le produit. Là, je crois que c'est BMW. Alors, à ce moment-là, il y avait déjà des questionnements au départ là, sur la qualité de ce partenaire-là. Il y a aussi le fait qu'on comprend très bien que les Européens, en Amérique du Nord aussi, on essaie de se positionner par rapport au marché asiatique, par rapport aux Coréens, par rapport aux Chinois qui sont très forts dans le domaine. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on avait véritablement la capacité? Est-ce qu'on avait les ressources? Est-ce qu'on avait les connaissances pour compétitionner avec ces grands joueurs-là? Et je pense que poser la question est un petit peu y répondre. Puis je vous amènerai sur une autre piste. Vous savez, en gestion de projet, c'est excessivement difficile de cesser un projet quand on a commencé à investir, à y croire. Pour le gouvernement du Québec, bien, il y a la transition, il y a le souci de la transition. Alors, on essaie encore de croire que ça serait un bon joueur, mais compte tenu du contexte, là, on commence peut-être un petit peu moins à y croire. Et puis, ça me ramène, je ne sais pas si vous avez connu ça, Madame Burgon, à l'époque où est-ce qu'on jouait au ballon chasseur dans les cours d'école. Oui. On avait plusieurs exactement. On avait plusieurs chefs d'équipe qui devaient choisir les joueurs. Les premiers chefs d'équipe choisissaient les meilleurs joueurs. Et là, on arrive à vous, le gouvernement du Québec, et il en reste un joueur qui est prêt à venir investir, à venir s'établir au Québec. Alors, qu'est-ce que vous prenez comme décision? Vous jouez pas au ballon chasseur? Parce que c'est ça le souci du gouvernement du Québec. On veut vraiment mettre de l'avant sa transition énergétique. Oui. On veut vraiment investir dans les batteries. Et là, il nous reste un joueur qui est prêt à venir. Alors, est-ce qu'on avance avec ce joueur-là? Et c'est ce qu'ils ont décidé. Mais encore aujourd'hui, on peut se dire, est-ce que c'était une bonne décision? Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Hébert, est-ce qu'on peut comparer justement Norvolt avec les compagnies Lion Électrique ou Taïga? Oui. En fait, c'est le même phénomène politique et géopolitique. OK, expliquez-nous. Puis, en fait, les trois déconfitures, je vais ajouter celle dans votre, ont les mêmes. Oui, et en fait, c'est comment qu'on amène des projets à l'échelle excessivement rapidement en utilisant de gros montants d'argent pour construire des chaînes d'approvisionnement, des usines, tout en essayant de vendre quelque chose qui n'existe pas. Et là, quand on commence à vendre des choses, ben ça fonctionne pas comme c'était supposé fonctionner parce que en fait c'est des prototypes. Donc on a beaucoup surestimé la rapidité à laquelle on pouvait construire. Mais je vais revenir à l'exemple de Norvolt. Norvolt était un projet politique européen. Oui. Et c'était la volonté de l'Union européenne d'avoir un joueur de classe mondiale dans le domaine des batteries. OK? Pour concurrencer les Chinois, qui sont les numéros 1 de très loin dans l'industrie, un petit peu les Coréens, mais aussi les Américains.
Donc, qui est, dans le fond, un troisième pôle de fabrication de batteries, de la filière de batteries en Europe. C'était un projet européen où les investisseurs européens, les États, les fabricants, tout le monde, il y a eu un consensus qu'il leur fallait un champion européen, et c'était Norvolt. Lequel ils ont choisi. Norvolt était, bien sûr, à la recherche d'une légitimité hors européenne, donc en venant en Amérique, au Québec, qui, par hasard, était à la recherche aussi d'investisseurs dans le domaine de l'électrification, puis de la construction d'une filière batterie. Alors, soudainement, écoute, il y a une offre, il y a une demande, il y a un intérêt, il y a une politique industrielle ici au Québec, il y a une politique industrielle en Europe, il y a une géopolitique aussi à l'intérieur. Donc, les astres se sont alignés pour que, soudainement, Norvolt arrive, puis wow! Oh, vous êtes intéressé à investir. Et c'est exactement ce qu'il nous faut parce que ça nous prend la tête de pont dans la filière batterie. Puis une fois que vous allez dire que vous allez venir ici, on va être capable de construire les autres éléments de la filière batterie. Et la question, est-ce qu'il y a eu une bonne vérification diligente? Je crois qu'on était tellement éblouis, on était tellement pressés. Faut se souvenir de ces années-là avec la pandémie, il y avait... Oui. On cherchait des beaux projets, mais pourquoi comparer avec justement Taiga et Lyon? Écoutez, ce sont de grandes ambitions. De grandes ambitions qui ne prenaient pas en compte les dures réalités. Du marché, c'est ça? De la fabrication. De la fabrication, pas du marché automobile? Pas seulement du marché automobile, parce que si on les produit, on va les vendre, mais il faut commencer par produire. Et l'enjeu, c'est comment on se construit une entreprise de production à grand volume de production en très peu de temps, lorsqu'on a zéro expérience dans le domaine. Et qu'il faut construire, non pas seulement une usine de fabrication, mais on assemble des pièces. D'où viennent les pièces? On ne le sait pas encore. Il a fallu à la fois développer des fournisseurs, développer des chaînes d'approvisionnement, développer une logistique, développer une usine, des procédés de fabrication. Et là, ensuite, il faut commencer à vendre. Et donc, c'est une immense chaîne. Ça fait beaucoup de choses sur la table, en fait, si je comprends bien. Oui. Beaucoup de pièces en mouvement en même temps. Madame Drouin, comment rebondir alors avec ce dossier-là? Comment rebondir? C'est une très bonne question parce que si on regarde du côté de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise présentement nous dit? L'entreprise est quand même encore positive, continue la construction, mentionne que c'est encore dans leur plan stratégique d'investir ici au Québec pour se positionner, comme Louis l'a mentionné, au niveau de l'Amérique du Nord, d'être aussi un balancier à la compétition asiatique. Oui. Et ce qu'on retrouve aussi dans la stratégie présentement, des retards. On n'est pas capable de livrer notre usine dans les dates qu'on avait prévues. Donc, notre projet va être retardé. On mentionne de 12 mois, on mentionne de 18 mois. Moi, je trouve ça optimiste. Alors, ça va être probablement beaucoup plus long que cet échéancier-là. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de financement. On a le feu est pris là dans la maison là. Le nerf de la guerre. Exactement, d'aller chercher un financement. Et le gouvernement canadien a bien mentionné que malgré la faillite de Norvolt, ils ne vont pas réinvestir dans l'entreprise. Regardez l'ensemble des investisseurs actuels, je ne sais pas, comme BlackRock, la Caisse de dépôt et d'autres investisseurs partenaires. On n'a pas beaucoup entendu de ces investisseurs-là lever la main et dire « Nous, on y croit et on va investir davantage ». Alors, rebondir, quand on entend nos gouvernements dire que c'est un risque calculé, permettez-moi peut-être de dire qu'il est peut-être moins calculé
qu'est-ce qu'on avait réfléchi ou mentionné au temps 1. Maintenant, on est au temps 2 face à des difficultés financières importantes. Et une conjoncture aussi économique, aussi incertaine, et géopolitique incertaine. Tout à fait. Et si je peux me permettre, en fait, jusqu'à maintenant, la stratégie de Norvolt, en fait, dans les faits, si on se base sur les faits actuels, puis vous avez bien fait de le souligner, c'est une stratégie de redressement classique. On élague beaucoup d'activités, on élague des actifs, on veut gérer la dette, on veut maximiser à court terme les entrées d'argent, on veut réduire la voilure de l'entreprise. Et sans doute que l'entreprise qu'on va réussir à sauver va être beaucoup plus focalisée et plus petite que celle qui existe encore aujourd'hui. Et c'est sans doute rebondir pour Norvolt, ça voudra dire vraiment se concentrer sur quelques activités qu'il maîtrise. La fabrication, la fabrication. Moins le recyclage, finalement. Et recyclage ou les développements technologiques ou des applications diverses. Il risque de se concentrer sur un domaine, sur un marché, avec un produit et redémarrer la machine. Et ça sera une question de légitimité, de crédibilité vis-à-vis des marchés. Parce que qui maintenant voudrait investir ou acheter de Norvolt s'ils n'ont pas un minimum de crédibilité ou légitimité et faire la preuve que leur système fonctionne. En mode de solution, donc comment poursuivre un développement économique donc durable tout en développant ce secteur qui reste prometteur? Madame Drouin? Je vous dirais que c'est certain qu'il faut continuer à encourager la transition et le gouvernement ne va pas reculer là-dessus. Alors, mais maintenant, il faut se poser la question, comme mon collègue l'a mentionné, quels sont nos choix? Est-ce qu'on a des meilleurs choix que d'investir dans les batteries? Et pourquoi on avait fait ce choix-là initial? Et si on décide de continuer dans cette direction-là, en regardant l'ensemble des options, mais de continuer à encourager les batteries, bien là, j'aurai des recommandations très sévères. Ah! Si on est la compagnie est en restructuration, alors il faut vraiment suivre de très près cette restructuration-là du point de vue gouvernemental. Alors, ça veut dire d'avoir un comité qui travaille en étroite collaboration avec les acteurs de Norvolt et se dire, bien, il faut être au courant de l'évolution. Ensuite, je vous dirais, il faut réévaluer notre risque. Parce que là, on a quand même, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, quand on investit dans un projet, ça paraît mal de reculer. C'est plus difficile, et ça peut être difficile pour un gouvernement d'avouer l'échec. C'est-à-dire, on a investi énormément de sommes, et là, tout à coup, on s'aperçoit que ça servait à rien. Alors, il faut vraiment réévaluer notre risque financier, le risque opérationnel et le risque social aussi, parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Il y a des gens, on a promis des emplois. Oui, on a 3000 emplois de promis. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réorganise? Et si on regarde d'autres options, bien, il faut être capable aussi de rencontrer ces promesses-là de créer des emplois. Et pourquoi pas regarder d'autres partenaires? Alors, ouvrir la porte. Bien, les Coréens, on peut se poser la question pourquoi on n'a pas approché de compagnies coréennes? Est-ce que ça aurait été possible d'avoir des investissements de compagnies coréennes ici? Alors là, je m'avance sur un autre terrain parce que je vous dirais... on n'a pas l'information à ce niveau-là, mais de diversifier les partenaires si on décide de continuer à investir dans les batteries. Alors, je pense qu'il faut absolument faire ça. Professeur Hébert, les Coréens? Il est japonais avant. Pour moi, il y a Panasonic, qui est quand même le numéro 4 mondial dans la fabrication de... c'est pas peu dire, là, parce que c'est deux Chinois et ensuite le Panasonic, qui est très associé à Tesla en passant. En fait, la technologie de batterie de Tesla vient de Panasonic. Est-ce qu'il serait intéressé? Il pourrait être intéressé. Il y a sans doute une question d'entente avec Tesla, d'exclusivité,
des technologies qui peuvent venir compliquer les choses. Mais moi, en fait, je vais prendre un pas de recul. En fait, Norvolt, toute la filière batterie, ces idées-là, c'est un peu basé sur cette idée que d'aller chercher des investissements massifs à l'étranger pour venir développer des choses ici. Et je me demande si une politique industrielle plus nuancée, plus fine, plus habile, ne miserait pas plutôt sur développer des PME. Oui, des entreprises d'ici qui ont besoin d'un coup de pouce. Bon, je parlais de l'annonce la semaine dernière de Dynergex. On a aussi Boralex. On a plusieurs entreprises. On a plusieurs entreprises dans ce secteur, dans le secteur énergétique et para-énergétique, je pourrais dire. Et je me demande si stimuler l'investissement dans ces entreprises-là, stimuler l'investissement, la création de nouvelles entreprises avec des technologies bien particulières ne serait pas justement plus, serait pas plus intéressant à terme pour la société québécoise, plutôt que de balancer des grands montants d'argent pour des méga projets. Il faut dire que d'un point de vue, il faut pas oublier, la politique ici là intervient. Nécessairement, tu as un investissement de 2 milliards, ça fait beaucoup de rubans à couper, c'est très populaire. Il y a ce contexte-là. Par ailleurs, je crois que si on est capable de développer des entreprises plus locales, des investissements plus raisonnables, peut-être qu'on va augmenter nos chances de succès. Et il faut regarder, dans la filière batterie, c'est pas un échec complet. Hein. Il suffit de regarder dans le parc de Bécancour les différentes entreprises et qui se construisent là et qui se développent dans cette région-là. Faut pas oublier que Shawinigan, c'est la capitale historique de l'électricité, non plus. Il y a des racines profondes d'énergie dans tout plein de domaines qu'on pourrait peut-être exploiter, plutôt que de vouloir miser sur des méga investissements dont la légitimité peut laisser désirer. J'aime l'idée. Entendu. On va se quitter là-dessus. C'est un point positif. Donc, on était en compagnie de Louis Hébert, professeur titulaire de stratégie à HEC Montréal, et de Nathalie Drouin, titulaire de la chaire Infra sur la valorisation sociale des infrastructures et professeur titulaire à la maîtrise en gestion de projet à l'ESG UQAM. Merci beaucoup. Merci Mme Bergen. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robert-Cher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, comme toujours, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice.